Prison de Nivelles, cellule numéro 26, 1973. Jericho avait demandé à son avocat d'abandonner sa demande de changement de cellule. Au contraire, il souhaitait désormais rester à l'écart. Lors de ses sorties dans la cour, il ne parlait plus à personne. Il refusait tout lien avec les autres détenus. Il rejetait en bloc ces humains stagnants dans le marigot du crime et de la délinquance. Il ne voulait purement et simplement plus en entendre parler. Par son attitude, il était devenu la tête de turc des durs et des caïds de la prison. Il recevait des raclées dans les douches. Il subissait harcèlement et brimades lors des sorties. Il ne parlait jamais avec les autres prisonniers, même lors des ateliers. Il ne parlait qu'au chef Kreuzbel. Le vieux maton se révélait être un humaniste sous ses airs bourrus. Jericho s'était ouvert à lui, sur son refus de communiquer avec les prisonniers. Le chef avait parfaitement saisi. Tous les deux finirent par échanger, surtout sur des sujets de culture générale. Et le vieux maîtrisait particulièrement bien les sujets d'histoire, sa passion. Il avait un don pour compter, littéralement absorbé par une soif inextinguible de connaissances. Jericho avalait les mots du chef comme le tamanoir les fourmis. Une boulimie de lecture l'aspirait désormais jour et nuit. Il demandait comme une drogue sa dose de livres toutes les semaines à Edmond. Le vieux chef lui en apportait aussi. En parallèle, il poursuivait assidûment ses cours de langue française. Il notait pour chaque livre ses remarques et ses impressions sur un cahier à petits carreaux. Une soif inextinguible de connaissances l'envahissait, et aussi une intuition d'agir pour son bien, comme un sentiment de retour vers une vertu enfin reconnue. Il sentait que quelque chose d'incompréhensible, mais de vaguement connu, agissait en son âme sans qu'il puisse en saisir la raison. Cela venait de très loin, de trop loin. Des révoltes de prisonniers se déclaraient autour de lui, des collectifs d'action et de contestation très politisés se formaient régulièrement. Il n'en avait cure. Il restait concentré et déterminé. Les quelques mètres carrés de sa cellule étaient devenus son sanctuaire, sa bulle de pureté inviolable. La société des malfrats et des contestataires pouvait en vain s'égosiller. Chanter, hurler, contester, rager, pleurer ou gémir alentour. Il n'entendait plus rien. Lorsque le service des repas venait le déranger, il disait merci distraitement, puis il continuait absorbé en ingurgitant sa pitance. Le menu des livres restant à lire excitait encore plus ses pupilles gustatives. La lecture rassasiait son esprit comme une vraie nourriture. Ce jour, il devait recevoir la visite d'Edmond. Il avait du mal à contenir sa joie, comme à chaque fois. Elle était venue 2 fois par semaine depuis le début de l'année 73. C'était dur de la voir au parloir sans pouvoir la toucher et l'embrasser. Elle était son essentiel. Tant qu'il la voyait, il restait vivant à l'intérieur. Au parloir, elle pouvait se montrer involontairement suggestive avec son corps. Il s'en souvenait comme un appel au plaisir seul dans son lit de cellule. Il n'affichait aucune photo sur les murs. Son univers affectif restait mentalement fantasmé. Les souvenirs des relations charnelles avec elle, ces moments à la regarder marcher vers lui, les échanges de regards d'amour intenses constituaient sa bibliothèque d'images. Des paroles susurrées à son oreille et de petits cris étouffés pendant leurs ébats formaient la bande-son. Mais l'expérience tactile de la douceur de sa peau et de son odeur faisait défaut dans sa mémoire. Il essayait de les ressusciter jusqu'à en défaillir. Il magnifiait le manque. Le printemps, la saison où il avait rencontré Edmond 3 ans auparavant, passait le relais à l'été. La chaleur envahissait les corps à l'intérieur du pénitencier. Des envies de dehors harcelaient les cerveaux et des parfums à prendre la clé des champs pénétraient les narines. La contestation couvait et enflait. Une révolte démarra ce matin-là vers 10 heures, à la fin de la promenade dans les cours. La révolte semblait plus spontanée que concertée. On entendait crier dans les coursives et brailler par les fenêtres. Une dizaine d'excités avaient rejoint le toit par un malicieux stratagème. On entendait hurler à travers les barreaux des fenêtres. Ils vont foutre le camp, les vénards. Ou encore, attendez-nous, on fait la belle avec vous. Un concert de voix et de percussions sur les portes débuta et s'amplifia jusqu'à faire trembler tout le 2e étage de la prison avec ce slogan: les matons, on va vous faire marron.
Joricho dut s'accrocher à son précis d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Il arrivait difficilement à se concentrer. Il fut pris à partie par d'autres détenus à qui il ne répondait pas depuis sa cellule. On les traita de vendus et de lèche-cul du directeur. Il comprit à ce moment que la vraie raison de leur haine envers lui était que beaucoup d'entre eux n'avaient pas la volonté de changer. Il paraissait jaloux de sa force mentale. Le chahut dura plusieurs heures. La brigade spéciale d'intervention Diane de la gendarmerie intervint, car il y avait quelques individus dangereux et armés sur les toits. La révolte fut maîtrisée sans trop de dégâts. Mais les dégradations matérielles furent importantes. Joricho fut tout retourné lorsque le directeur décréta l'annulation des visites s'inédiées. Ne pas voir sa Edmond se révéla un crève-cœur. Il réfléchit à sa situation. Dans le cas où on lui aurait proposé de s'évader, il aurait refusé sans hésitation. Il avait compris depuis peu qu'il devait accepter sa pénitence afin d'accéder un jour à une nécessaire résilience. Sans nul doute aussi, il devait payer pour ses crimes impunis. Son enfermement servirait à son redressement par l'abnégation au travail et à l'élévation par la connaissance. Joricho écrivit longuement à Edmond pour apaiser sa peine. Il en profita pour lui demander un dictionnaire encyclopédique, sa table étroite n'y suffisant plus pour poser les livres et se garder une place pour travailler, il décida de les entasser à terre. Edmond avait repris son nom de jeune fille. Elle avait bien avancé dans son enquête et avait constitué un dossier sur l'affaire Moulinsart de la Hutinière, comme elle la dénommait. Elle devait transmettre à Joricho certaines informations obtenues, sans éveiller de soupçons sur ses activités par les autorités pénitentiaires. Le courrier des prisons était savamment filtré et souvent lu. Joricho se savait figuré sur la liste des prisonniers sensibles et surveillés. Edmond allait devoir se débrouiller afin de trouver un canal de transmission sûr. Elle avait passé un coup de téléphone à Bruxelles chez un vieil ami du barreau, qui s'était enquis d'un avocat ad hoc pour cette mission. « Bonjour, monsieur Enrico, je suis maître Carredas. Je prends le relais de maître Lampion. C'est madame de la Hutinière qui m'envoie auprès de vous. » Maître Carredas se présenta dans la cellule de Jericho avec une mallette rectangulaire verte façon peau de serpent et à serrure numérotée. Dès que le gardien de la pénitentiaire eut refermé la porte, il la déposa sur le lit et l'ouvrit. Il en sortit un dossier orange. Il tourna la tête et indiqua les toilettes qui trônaient à droite de la porte. Il faudra impérativement le faire disparaître après lecture. Surtout, ne le laissez pas traîner. Bien. Maître Carredas avait de l'allure, dans son costume 3 pièces gris beige clair. Il dégageait une incontestable originalité avec sa moustache en guidon de vélo et ses lunettes vertes à monture d'écaille. Je reviendrai régulièrement vous voir pour la même raison. Voici ma carte. Si vous m'appelez, surtout ne dites rien d'important au téléphone. Demandez simplement un rendez-vous à ma secrétaire. Ils se saluèrent d'une poignée de main ferme. Il se dirigea vers la porte et sonna le gardien. Lorsque la porte se referma, Joricho s'assit avec le dossier en main, sur la chaise attenante à la petite table qui lui servait de bureau. Il lut une première fois les quelques documents présentés. Il les relut une deuxième fois, puis une troisième fois, afin de tenter de bien comprendre. Il y avait des coupures de journaux, des échos du soir, du Figaro, mais aussi des extraits choisis de livres écrits par des universitaires ou des journalistes d'investigation. Certains mots avaient été soulignés par Edmond avec un stylo rouge.